Bonjour, bienvenue à cette journée du Forum Collaboration 2023. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans notre, maintenant qui commence à être une tradition, on l'espère. C'est notre deuxième Forum Collaboration qu'on a fait un peu l'année dernière en voulant miser sur l'humain. Oui, l'innovation, oui, la technologie, oui, le numérique, mais pourquoi? C'est vraiment en fonction du bien-être humain et des talents, en fait. Il y a quelque chose d'assez important qui s'est passé cette année, en 2023. Vous avez connu la COVID, le confinement, maintenant la révolution numérique, il y a un ralentissement économique, mais il y a vraiment une course, on appelle la productivité, la performance. On est un petit peu, on recherche nos points de repère chez nous, au travail, en télétravail, comment on peut rencontrer les gens, comment on peut bâtir, parce que l'humanité avance. On a besoin de se réaliser, de continuer de réaliser nos missions. Et on voit que le facteur humain le plus important, le facteur de succès, c'est l'humain. Deux grandes choses qui se passent cette année. Je pense que c'est tout ce qui est relié au leadership. On va parler de leadership aujourd'hui, de leadership responsable, durable, inclusif, parce que le plus grand potentiel, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas la technologie. Le plus grand potentiel, et de loin, c'est le potentiel humain. C'est celui qu'on a, nous, qu'on partage, qu'on développe, qu'on réalise ensemble. La technologie, c'est un moyen de réaliser ce potentiel. Steve Jobs disait l'ordinateur, parce qu'on ne comprenait pas sa passion pour l'informatique, quand personne ne savait vraiment qu'on pouvait brancher un ordinateur sur une télévision. Il disait, l'ordinateur, c'est une bicyclette pour l'esprit. L'être humain n'est pas l'être le plus efficace ou efficient. Marcher, avancer, on se débrouille, on est très polyvalent, mais disons qu'il y a plein d'animaux beaucoup mieux équipés que nous, côté performance, pour se déplacer, pour se nourrir, pour avancer. Mais un humain sur une bicyclette, il devient l'animal le plus efficace de la création. Il va plus loin, il se fatigue moins, il va amener des performances que même les animaux les plus optimisés, si on disait, ne réussissent pas à faire. Mais la technologie, c'est ça. La technologie numérique, c'est une façon peut-être de nous déployer, de développer le potentiel humain le plus important possible. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est pas juste une bicyclette. On a des navettes spatiales chez nous dans notre téléphone cellulaire. Okay? On a une technologie de pointe qu'on n'a jamais vue à une vitesse incroyable. Mais une navette spatiale, pour en profiter, bien, ça prend des pilotes. Ça prend du management, ça prend des talents. On ne forme pas un pilote de navette spatiale comme on forme des gens qui pilotent des vélos ou des taxis. Aujourd'hui, on est très heureux de réunir des leaders, des experts, des gens qui, de plusieurs façons différentes, vous allez voir, développent le potentiel humain, la diversité, l'inclusion. Chaque talent est important et ensemble, on peut aller beaucoup plus loin et être beaucoup meilleur. Notre premier conférencier ce matin, Stéphane Surdek, très heureux de t'avoir avec nous, leader co-créatif. Stéphane, je pense que tu as été un précurseur. Toi, ça fait quelques années que tu parles du leadership inclusif, d'aller chercher le meilleur de tous les membres de l'équipe. Tu en as fait 5 grands principes, tu as même écrit le livre. Merci de nous les partager. Chaque fois que je vois ta conférence, c'est extrêmement inspirant, puis je souhaite vraiment que le plus grand nombre puisse en profiter. Merci Stéphane, je t'invite à te joindre à nous. Merci Martin. Je vais juste me mettre le verre d'eau à côté ici. On va espérer que ça tienne bien. Bonne conférence. Merci. Bon matin tout le monde. Je vais commencer ça un petit peu différemment ce matin comme conférence. Je raconte une histoire d'habitude en partant. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de raconter une histoire différente. Ce matin, la journée, c'est autour du thème de l'humain en développement, de l'humain, l'importance de l'humain dans le monde du travail. Mais souvent, quand on parle de ça, c'est un sujet qui peut être un petit peu galvaudé. C'est facile, c'est la vertu, n'est-ce pas? Quand on parle d'humain puis d'être humain, qui ne veut pas être humain au travail? Et puis, ce que je voulais vous partager, c'est un petit peu mon histoire à moi. Comment est-ce que je me suis rendu au leadership co-créatif à travers les années? Fait que ça, c'est la première fois que je raconte cette histoire sur un stage. D'habitude, je la garde pour moi. Fait que profitez du moment, je vais voir comment ça sort. Donc, moi, quand j'ai grandi, quand j'étais ado, j'avais tendance à être très sensible aux gens autour de moi. J'avais tendance à avoir beaucoup d'émotions. Puis, mon père ne savait pas toujours comment dealer avec mes émotions. Je n'étais pas toujours à l'aise avec ça. J'étais trop sensible à son goût. Puis, mon père ne savait pas comment me prendre. Il ne savait pas comment interagir avec moi. Fait qu'à un moment donné, ce que j'ai appris, c'est que des fois où mon père me parlait,
des fois où mon père interagissait avec moi, c'était quand je surperformais. Quand j'étais à l'école, je participais à des concours. Quand je dominais dans des concours, pas battre un petit peu des gens, là, comme 3 coches en avant, là j'avais de l'attention. Là, j'avais des conversations avec. Puis mon père est décédé quand j'ai 20 ans. Fait que ça a été quelque chose à s'adapter à travers les années. Tu sais, c'est pas nécessairement simple quand on perd son père si jeune. Et puis ce que ça a créé chez moi, c'est que ça a créé ce besoin de surperformer pour aller chercher la validation des autres. Pour que les autres disent t'es good enough. Pour que les autres disent oui, oui, t'es bon. Oui, oui, t'es bon. Mais t'as pas tout le temps ça. Ça réussit pas tout le temps. Quand on est dans ce mode-là, je réalise que j'ai pas parti mon timer, fait que je pourrais pas savoir quand finir. Donc, à travers les années, j'étais hyper performant au travail aussi. J'ai travaillé 17 ans en développement logiciel, j'ai été chef d'équipe, j'ai été architecte, gestionnaire de projet. J'ai à peu près tout fait ce qu'on peut faire dans une équipe de développement. Puis j'avais un style de leadership où je fonçais, où je poussais, où je drivais les gens. Puis c'était accepté, c'était apprécié, les gens aimaient ça. Mais vous savez, en quelque part, à un moment donné, j'ai changé de travail. Puis là, j'ai été travailler, le goût de vous dire, j'ai été travailler avec des humains. J'ai été travailler dans une équipe de méthodologie. Puis dans cette équipe-là, le même leader fonceur qui pouvait prendre le monde sur son dos puis driver, ben là, c'était le pas fin, c'était l'exigeant, c'était la personne qui était jamais contente. C'était la personne qui en demandait trop des autres. Là, je vois mon adjointe, ma collègue qui sourit en arrière, c'est comme il y a des choses qui ne changent pas. mais en même temps, ce qui est important à retenir dans ça, c'est que j'ai réalisé que mon style de leadership ne marchait plus. J'étais désarçonné. Parce que tout ce qui a fait que j'étais bon avant dans ma carrière, tout d'un coup, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Puis, je réalisais que ce que je faisais, c'était pas toujours aligné avec mes actions n'étaient pas tout le temps alignées sur mes intentions. Fait que les gens comprenaient pas. Les gens souffraient, puis moi, je voulais pas les faire souffrir, je voulais que tout le monde soit meilleur. Mais ma façon de m'exprimer créait pas ça avec les gens. Ça générait pas ça avec les gens. Fait que ça a passé par une grosse remise en question. Ça a passé par 5 ans de développement personnel. Ça a passé par découvrir que oui, j'avais des super pouvoirs, mais ça marchait mieux si je pouvais aider les autres à exploiter leurs super pouvoirs, puis à les aider à avancer, puis à se dépasser, puis à grandir aussi. Ça a tout changé. Ces années-là ont toutes changé ma vie. Ma crise de la quarantaine, pour moi, ça a été ça. Ça a été me réinventer, ça a été changer qui je suis comme personne. Même mes enfants vous diraient qu'il y a un avant puis un après. Puis, dans le fond, ce que ça m'a amené, moi, c'est que ça m'a amené à voir qu'il y a une autre façon de mener. Il y a une façon de mener, que ce soit dans des équipes. Moi, je suis un coach dans des entreprises. Hein. Moi, je n'ai aucun pouvoir d'autorité sur personne. Fait que moi, quand je travaille, il faut que j'influe. Il faut que je puisse quand même dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre, même s'ils n'ont pas le goût de l'entendre. Puis c'est comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu gardes le respect des gens? Comment est-ce que tu agis pour donner les gens le goût de te donner la permission de les mener, pour qu'ils aient le goût de juste te suivre naturellement? Puis là, je vais vous arriver au leadership co-créatif. Le tout début, la première fois que j'ai utilisé le terme, j'étais dans un événement, c'est un groupe d'analystes d'affaires à Montréal. Je faisais une présentation sur le leadership, puis à la fin, ils m'ont demandé, ils ont dit, Stéphane, dis-nous, c'est quoi qui manque le plus aux leaders dans les entreprises? C'était spécial parce que j'ai comme déboulé un paquet de choses, j'ai radoté un paquet d'affaires, mais ma dernière phrase, c'est la phrase clé. J'ai dit aux gens, c'est simple, là. Si j'avais à résumer ça, des leaders, il faut juste qu'ils apprennent à être plus co-créatifs. C'est comme ça que le leadership co-créatif est né. C'était mon terme à moi, c'était ma façon de l'utiliser. J'ai écrit un article, je l'ai publié sur Forbes. Quelqu'un l'a vu, a dit « Hey, écrirais-tu un article pour notre site? » Bien sûr que j'écrirai un article. Là, j'ai dit « Qu'est-ce que je vais écrire? » Là, j'ai dit « Ah, je le sais, les 5 compétences fondamentales. » Juste pour vous dire, là, je les ai sorties dans quelque part. OK? C'était comme c'est sorti vraiment de qu'est-ce que je voyais qui faisait le plus de sens, puis comment est-ce que je pouvais amener, summariser
ce que je faisais en 5 compétences fondamentales. Puis ensuite, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à l'expérimenter chez des clients. Ça fait à peu près 6-7 ans que je travaille chez des clients, que je travaille avec des dirigeants, que je leur montre les principes, qu'on teste les principes, qu'on essaye des principes. Fait que je sais que ça marche parce que je n'ai pas juste inventé ça, c'est aussi quelque chose que je vis. Avant qu'on se lance dans le leadership co-créatif comme tel, il y a quelque chose qui se passe dans les entreprises maintenant. Quand on parle de développement de leadership, il y a un gros mensonge qui se passe. Vous savez, Donald Trump, The Big Lie, moi, j'ai ma version, mais par rapport au développement de leadership. Ce qui arrive dans les entreprises maintenant, c'est qu'à l'interne, on a des coachs qui travaillent avec des équipes. Souvent, c'est des gens qui sont des ressources humaines, ou c'est une équipe de coachs à l'interne, ou c'est des coachs qui sont embauchés pour travailler avec les gens. Puis le grand mensonge, là, c'est que souvent, ces gens-là donnent des mauvaises connaissances aux gens. Ils essayent d'enseigner aux gens comment être des meilleurs leaders, mais à travers des formules. Puis on est rendu à dire que, tu sais, si tu fais ça, tu es un bon leader, si tu fais ça, tu es un mauvais leader. Vous savez, les fameuses photos qu'on peut voir sur LinkedIn, des fois, là, un bon leader fait ça, un mauvais leader, puis il y a une photo pas fine. Là. Hein? Ben, moi, je ne crois pas à ça comme tel. Tout ça, c'est de la bouillie pour des chats. Mais c'est ça qu'on montre aux gens dans les organisations. Fait que la version de ça qu'on voit dans les organisations, c'est qu'on va dire des choses dans le sens de un bon leader, là, ça pose des questions. Ça ne va pas donner des solutions à ces gens. Ça, c'est quelque chose qu'on entend des bons leaders. Fait que là, imaginez des pauvres leaders qui travaillent avec leurs gens, puis ils posent des questions, puis là, voyons, ça ne marche pas. Comment ça fait que la personne à qui je parle est rendue à me poser des questions, là? Tu sais, c'est donc bien gossant, cette affaire-là, mais quelque part, on montre des formules qui ne s'appliquent pas. Puis souvent, les gens qui montrent des formules, ils vivent pas là, ce qu'ils te vendent, là. Ils vivent pas ce qu'ils font. Fait que c'est encore plus ironique, parce que là, tu les regardes, tu dis, attends, tu me dis ça, mais toi, tu le fais pas. Fait que pourquoi moi, je devrais le faire? Fait que je trouve que c'est un méchant gros mensonge qu'on voit à l'intérieur des organisations. Des personnes qui forment nos leaders leur font sentir comme si ils savent plus quoi faire, ils savent plus c'est quoi leur place, ils savent plus comment agir avec leurs équipes. C'est quelque chose qu'il faut qu'on commence à changer, qu'il faut qu'on commence à travailler autrement avec ça. Quand on parle de leadership co-créatif, souvent les gens me demandent pourquoi. Pourquoi c'est important le leadership co-créatif? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'investisse dans ça, que j'apprenne ça, que j'intègre ça? La première chose, c'est pour générer de l'engagement dans nos organisations. Savez-vous que Gallup fait des sondages à chaque année, le Gallup Employee Engagement Survey? OK? Puis c'est honteux. Là, je l'ai laissé à 70 là, mais ça varie entre 70 et 75 en général, d'année en année. Fait que, gardons ce que j'ai sur ma slide. 70 des gens se disent désengagés au travail. 70 laissez ça atterrir, là. C'est honteux. C'est débile. Puis pourquoi ça arrive, ça? Ça arrive parce que ça arrive à cause des leaders, ça arrive à cause des cultures d'entreprise, ça arrive à cause des différentes choses que les gens ont l'habitude de vivre. Ça nous prend une autre façon de mener si on veut avoir un impact, si on veut amener les gens ailleurs. L'autre chose, c'est pour responsabiliser vos gens. Vous savez, des fois, comme leader, on est grand, on est fort, on connaît les problèmes de notre organisation, on connaît les solutions de notre organisation, mais là, ce qui arrive, c'est que quand on essaie de les amener, les gens vont dire, ben voyons, Martin, il est dans le champ de patates. Puis là, ils vont faire des choses parce que Martin leur a dit de le faire. Puis, vous savez, quelque part, quand les gens commencent à dire que c'est le projet de quelqu'un d'autre, c'est pas leur projet, là. Ils ne sont pas engagés, ils n'ont pas le goût de faire ça. Mais pour ça, il faut changer notre façon de mener. Il faut être capable, en tant que leader, d'aller engager des gens, d'aller les amener avec nous dans ce qu'on essaye de faire. L'autre chose, c'est pour stimuler la collaboration. Quand on parle de stimuler la collaboration, vous savez, on n'apprend pas à collaborer à l'école, hein? On apprend à compétitionner d'un contre l'autre pour des notes, mais on n'apprend pas toujours comment collaborer ensemble à l'école. Puis quand on veut être dans un mode co-créatif, il faut que les gens apprennent à travailler ensemble. Puis on va en parler plus dans la conférence. L'autre point, c'est pour mener d'une manière plus intentionnelle. Ce qui arrive souvent dans les organisations, là, c'est qu'on est pris dans des feux. Y a-t-il des pompiers ici, dans la salle, des gestionnaires qui sont tout le temps en train de répondre feu après feu?
Il y en a quelques-uns. Ah, c'est assez passionné qu'il y a des gens, je pense, sur Zoom qui ont le goût de lever la main aussi. L'affaire, c'est quand on répond à des feux en continu, on n'est pas très, on est toujours réactif. Puis là, il y a un autre feu qui arrive, puis on se lance sur le prochain feu. Puis là, on éteint, puis là, il y a un autre feu qui arrive. Mais quand on fait ça, là, on ne mène pas intentionnellement. On ne mène pas. Et si j'avais plus le goût d'être pompier, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais de différent? Avec le leadership co-créatif, si on est capable d'embarquer nos gens dans ce qu'on fait, d'aller chercher leur collaboration, d'aller chercher leurs idées, on n'est pas tout seul dans ça, puis on n'a pas besoin juste d'avoir une culture de pompier, là. Ça se change, cette affaire-là. L'autre chose, c'est pour créer du changement durable. Moi, je fais du coaching en entreprise là, depuis 2010-2011. Et puis souvent, ce que je réalise, c'est qu'il y a des projets de transformation qui se lancent. Puis là, après un mois, tout le monde a oublié c'était quoi le projet de transformation. On n'en parle quasiment plus. Puis 6 mois plus tard, on se demande comment ça se fait que c'est pas arrivé. Ben, c'est parce qu'on ne l'a pas fait vivre. Puis souvent, c'est important d'essayer de créer un changement. Si on veut créer du changement, là, le changement, il faut qu'il soit durable, il faut qu'il soit soutenable. Avec le leadership co-créatif, c'est ça qu'on essaye d'amener. Puis finalement, c'est de co-créer des solutions avec nos gens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois, en termes de gestionnaire, là, on se prend sur nous de connaître tous les problèmes de notre organisation, d'avoir toutes les solutions à tout. Puis le défi avec ça, c'est que les gens sur le terrain, là, ils connaissent une autre série de problèmes potentiellement, puis ils ont peut-être des idées pour des solutions, mais on ne va pas les chercher. On ne va pas les questionner. Ça rend ça un peu compliqué dans ce temps-là d'interagir comme leader parce qu'on dit, tu sais, on ne crée pas d'appropriation qu'on parlait tout à l'heure. Je me demandais, parce que j'ai 2 slides, je me demandais c'est vers laquelle que je m'en allais. Celle qu'on s'en va, c'est la première compétence d'un leader co-créatif. Je vous ai dit qu'il y en avait 5 ans. La première, c'est d'être une voix parmi les autres dans la conversation. Donc, ce qu'on veut quand on essaie d'être une voix parmi les autres dans la conversation, vous savez, des fois, il y a des leaders qui ont de la misère à amener une idée sans que ça devienne un projet, sans que ça devienne quelque chose que les gens se sentent obligés de faire parce que le leader a dit ça. L'exemple le plus frappant que je me rappelle, j'avais un dirigeant à un moment donné avec qui j'avais fait un atelier, puis il racontait l'histoire qu'il avait été voir une rencontre de démo de son équipe à la fin d'une livraison. Puis les couleurs de la compagnie respectent un certain standard, puis il y avait un bouton qui était d'une couleur qui ne respectait pas le standard de la compagnie. Puis le vice-président a dit, écoutez, pourquoi le bouton-là, il est rouge au lieu de bleu? Puis c'est devenu un projet en arrière. Puis il n'en revenait pas. Il dit, comment est-ce que c'est devenu un projet? Moi, je voulais juste une réponse à ma question. Mais c'est devenu tout un gros projet, toute une grosse affaire, juste pour changer la couleur d'un bouton, juste parce que quelqu'un a demandé. Fait que comme leader, ce qui est important, c'est d'être capable d'amener ses idées, puis n'importe quand dans une conversation, je n'ai pas besoin de parler en premier, je n'ai pas besoin de parler en dernier, je peux parler n'importe quand, puis mes gens vont me challenger. Mes gens vont me dire ce qu'ils pensent de mon idée, ils vont avoir le courage de le faire. Comme leader aussi, c'est important pour moi de remarquer mon impact dans une conversation, dans une rencontre avec mon groupe. Si, quand les gens disent des choses, je les interromps, que je fais un fameux shutdown, comme on dit en français à quelqu'un, on ne peut pas se demander pourquoi la personne ne veut pas parler après, là. C'est quelque chose que moi j'ai généré, quelque chose que moi j'ai créé comme leader, là. Fait qu'il faut commencer par remarquer, c'est quoi mon impact à moi, mon impact personnel à moi dans les rencontres? Qu'est-ce que je fais qui crée quelque chose qu'il faut que je gère après? Ça me fait penser à un exemple simple, là, super simple à propos de ça. Ça m'est arrivé une fois de travailler avec une chef d'équipe, puis la chef d'équipe, elle me dit, tu sais, Stéphane, moi, j'haïs mes rencontres d'équipe. Je dis, ah oui, je dis, c'est rough. Elle dit, oui, elle dit, je les haïs. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce que mon équipe répond tout le temps le minimum. Ils sont super désengagés, ils répondent tout le temps le minimum. Fait que je vais la voir, puis je vais observer ce qui se passe dans la rencontre. Puis tout ce qu'elle demandait, c'était des questions fermées. Vous savez, des questions oui, non?
Qu'est-ce que vous pensez que l'équipe répondait? Oui ou non? Fait que j'ai commencé après, juste pour le fun, chaque fois qu'elle posait une question, je reposais la question dans une forme qui était ouverte. Puis là, les gens embarquaient. Puis là, les gens répondaient. Puis là, les gens parlaient. Puis la chef d'équipe, ce qu'elle m'a dit après, c'est « Tu vois, quand toi, tu parles, ils répondent, mais moi, ils veulent pas. » Je dis « Oui, mais c'est quoi la différence entre ce qu'on fait? C'est quoi? » Fait que des fois, c'est qu'est-ce qu'on crée dans nos conversations avec nos équipes? Ça se rapporte beaucoup à nos comportements. L'autre chose, pour être une voix parmi les autres dans la conversation, c'est d'être capable de remarquer la contribution des gens. D'être capable de dire « Robert, il me semble que tu m'avais parlé d'une idée il y a une semaine, ce serait le fun que tout le monde l'entende. Pourrais-tu l'amener? » Ou, tu sais, quelqu'un amène une idée pendant la rencontre qui a comme été ignorée par tout le monde, juste la ramener. Aider les gens à bâtir les idées les uns des autres. Avez-vous déjà été dans une rencontre de brainstorming où il y a un combat de coq qui se passe? Vous savez, tout le monde va amener son idée, puis c'est comme il n'y a personne qui s'écoute. Un des deux qui est une voix parmi les autres dans la conversation, là, ramène les gens ensemble. Ramène les gens à être capables de discuter ensemble, dire « Hey, tu remarques-tu, Daniel, que Robert a dit ça tantôt? Robert, toi, qu'est-ce que Daniel a dit tantôt? L'as-tu entendu? » Puis créer quelque chose de différent, puis d'apprendre aux gens à s'écouter. Parce que des fois, le défi, là, c'est que, comme j'ai dit tantôt, on n'apprend pas à l'école comment collaborer. Hein? On ne l'apprend vraiment pas. Fait qu'il faut se pratiquer. Puis notre lieu de pratique, c'est où? C'est au travail. Il faut être correct avec ça. Il faut être correct comme les deux, d'être vulnérable aussi, puis de dire « Hey, tu sais, là, je réalise là, que depuis tantôt, je vous pose des questions, puis je me réponds moi-même. Je vais arrêter parce que j'aimerais ça vous entendre. » Faire preuve d'un peu de vulnérabilité, ça peut aider beaucoup, ça peut créer beaucoup d'espace. La deuxième habileté, c'est de déchaîner des leaders autour de vous. Savez-vous c'est quoi un leader en dormance? Un leader en dormance, là, c'est une des plaies dans les entreprises, c'est une des problématiques invisibles. Fait que vous engagez quelqu'un pour venir travailler avec vous. Puis là, la personne commence à travailler avec vous. Du moment que vous l'embauchez, la personne est super excitée. Là. Wow, je vais travailler dans la compagnie X, elle est super excitée. Puis là, au fur et à mesure qu'elle essaye de travailler, elle commence à entendre des choses comme « Non, ça ne marche pas comme ça ici. Non, ton idée n'est pas vraiment bonne. Non, laisse faire ça. » là. Puis qu'est-ce qui arrive aux gens dans ce temps-là? Les gens s'éteignent. Puis là, on retourne. Puis on a l'audace de dire « Ouais, mais tu sais, quand tu es arrivé, là, il me semble que tu étais pas mal plus motivé. Là, tu sais, il faut que tu remontes ça d'une coche. Là. » Mais c'est notre culture qui a créé ça. C'est nous qui créons ça comme leader. Là. Qu'est-ce que mon leadership génère? Donc, en tant que leader, c'est important de voir des leaders en dormance. Des leaders dans vos organisations, quand vous leur demandez ce qu'ils font à l'extérieur du travail, c'est ces gens-là qui sont les coachs de hockey de vos enfants, qui sont les chefs de patrouille de ski, qui font toutes sortes de choses dans leur communauté, mais ils arrivent au bureau et ils n'ont pas le bon titre. Fait que, je m'excuse, mais tu ne peux pas être un leader ici. C'est quoi cette affaire-là? Pensez-y, là. Pensez-y. C'est dur d'embaucher des gens en entreprise. Là. Je travaille avec plein de clients là, que quand on parle d'embauche, c'est dur d'embaucher. C'est encore plus dur d'embaucher une bonne personne. Fait que pourquoi, quand on embauche une bonne personne, on dit « Je m'excuse, Martin, mais tu n'es pas un leader ici, tu n'as pas le bon titre. Assis-toi sur ta chaise puis sois petit. » là. C'est pas cool. C'est pas ça qu'on veut faire. Il faut amener le leadership ailleurs dans nos entreprises. Puis en tant que leader, c'est important de reconnaître des leaders en dormance dans nos entreprises. C'est qui les gens dans nos équipes qui ont un potentiel incroyable puis qu'on éteint à petit feu? Puis ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner des opportunités. Il faut créer quelque chose pour leur permettre de s'épanouir eux aussi, de s'amuser eux aussi. Ça me fait penser, j'ai été dans une grande entreprise à un moment donné pendant 5 ans. Puis c'était drôle parce qu'on m'avait déjà dit, il y avait comme un système de bandes qui définissait ton niveau de responsabilité dans l'organisation. Puis moi, j'avais un niveau qui était le niveau 7, qui était « a besoin de supervision ». OK?
Puis je trouvais ça drôle parce que j'étais juste rentré sous le mauvais rôle, parce que j'avais pas vraiment besoin de supervision. Puis 5 ans plus tard, quand je suis parti, j'avais parlé avec mon patron à l'époque. Puis là, je lui ai dit, hey, sais-tu, en 5 ans, vous êtes bien occupé de moi, là. J'ai eu des augmentations, j'ai eu des bonus, vous êtes occupé de moi, mais j'ai jamais eu de promotion. Fait que là, mon patron, il me dit, ben, quelle bande que t'es? Fait que je dis, je suis une bande 7. Il dit, vraiment? Il dit, tu fais du travail de bande 10, là. Mais moi, je me laissais pas éteindre. Moi, j'avais du fun. Moi, je m'amusais. J'ai tout le temps eu la chance d'avoir des patrons qui me disaient, va chercher là, s'amuse-toi, et du fun. Puis c'est ça que je faisais. Puis c'est comme ça que moi, ça ne m'a pas dérangé pendant 5 ans. Mais je n'ai pas laissé personne me transformer en leader en dormance, là. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai raconté mon histoire à moi, puis je vous ai raconté la compagnie où tout d'un coup, je suis devenu le grand méchant, là. Ben, je vais vous dire, je suis devenu, pour la première fois de ma vie, c'est la seule compagnie que je suis resté 1 an dans ma vie. Le reste du temps, c'était tout le temps 2 à 3 ans minimum. Puis un jour, j'ai dit, hey, c'était incroyable, parce que tout ce que j'avais à apprendre, tout ce que j'avais à faire, c'était prendre la petite pilule rouge, là. Puis, tu sais, c'est correct, tu as un beau plan de retraite, c'est 35 heures semaine, il n'y a aucun stress, il n'y a aucune pression. Prends ça, fais-toi petit, là, puis tout va être correct. J'ai dit, oh non, moi, je ne suis pas capable. J'en veux pas. Garde-la pour toi. Des leaders, ça crée des leaders. C'est ça que ça fait des leaders. Ça n'éteint pas des leaders autour d'eux. Un bon leader, c'est quand aller de l'avant, c'est quand reculer, prendre un pas en arrière, laisser de l'espace à l'autre. C'est la notion de leadership, followership. Quand on laisse l'autre personne mener, là, c'est pas bon, je vais la laisser jusqu'à ce qu'elle foire. C'est non, non, tu mènes et moi je te soutiens. C'est ça là, que ça fait des leaders co-créatifs. Puis ce que ça fait, c'est que ça challenge les leaders en dormance. Quand les leaders en dormance sont bien à dormir, là, un leader co-créatif va brasser un petit peu, lui donner de l'espoir, puis le réveiller. Là. C'est ça qu'on veut. Troisième habileté. Juste voir s'il a pris 2 pas. Non, il en a pris juste une. Bâtir la capacité de vos équipes. Est-ce qu'il y en a parmi vous ici là, qui ont déjà eu le fameux abonnement au gym de début d'année? Vous savez l'abonnement que je veux dire, là, celui où on prend notre initiative de nouvel an, on dit « Hey, je vais aller m'entraîner, hey, ça va être le fun, ça va être bon. » Puis après un mois et demi, c'est comme le trip est passé, puis même si on a payé pour 1 an, on y va plus, là. Vous savez, dans ces abonnements-là, là, quand on s'entraîne, puis on a des poids sur la barre, là, puis on fait des curls, puis on a 15 livres sur la barre, puis on fait nos curls, puis c'est comme « Moses, pourquoi j'ai embarqué là-dedans? Oh, c'est pesant! » Hein? Mais à un moment donné, là, 1 semaine ou 2 après, on est rendu à quoi? On est rendu à 20 livres sur la barre. Une couple de semaines après, on est rendu à quoi? On est rendu à 25 livres sur la barre, 30 livres sur la barre, 40 livres sur la barre. Qu'est-ce qui arrive le jour où on décide, OK, c'est beau, je pense que je vais retourner à 15 livres pour le fun. Fait que je suis à 40, je remets 15. Qu'est-ce qui arrive quand je fais mes curls? C'est donc bien léger, cette affaire-là. Quand j'ai commencé, c'était pesant en bébite. Right? Vous savez de quoi je parle, là? Bâtir la capacité de nos équipes, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on fait, pas pour demander à nos équipes, ben là, vous faites ça, on aimerait que vous fassiez tout ça, là. Ça ne marche pas. Mais si on donne un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, qu'on laisse les gens apprivoiser, on laisse les gens apprendre à le faire, on laisse les gens maîtriser ce qu'ils font, dans 1 an, on va être rendu loin, là. Puis les gens ne vont même pas s'en rendre compte, puis les gens ne vont pas avoir autant de résistance au changement. Mais l'important, quand on veut faire ça aussi, c'est en tant que leader, des leaders, des fois, il y en a certains qui ont un défi assez particulier. Quand ils délèguent aux gens dans leurs équipes, ce qui arrive, là, c'est qu'ils vont dire, OK, ben Martin, tiens, je te donne ça. Ah, oh, mais là, il ne l'a pas fait à mon goût, je pense que je vais juste le refaire. Avez-vous déjà vu ça? Oui, hein, je vois quelques têtes qui bougent. Pas tout le monde en ligne parce que les caméras sont éteintes, mais c'est pas grave, je vais faire semblant qu'il y a eu des oui aussi sur la caméra. Donc, ce qui arrive dans ce temps-là,
c'est que les gens, ce qu'ils apprennent, c'est pas à mieux faire. Ce que les gens apprennent, c'est je vais mettre le moindre effort parce que de toute façon, mon patron va le refaire. En tant que leader, quand je parle de développer la capacité de votre équipe, ce que je vous parle, dans le fond, c'est comme leader, c'est facile de payer pour des formations. Il y a des organisations qui ont un méchant beau budget pour des formations, là. Mais en même temps, le défi, c'est que quand tu envoies quelqu'un une formation, toi, tu ne prends aucune responsabilité comme leader. Toi, tu ne sais pas nécessairement c'est quoi enseigner, c'est quoi montrer à quelqu'un comme leader. Tu oublies aussi c'est quoi être l'apprenant. Se rappeler de c'est quoi être un apprenant, là, c'est quelque chose qui est tellement important pour un leader. Parce qu'au lieu de dire Waouh, la personne n'est vraiment pas bonne, Waouh, la personne est tweet, peu importe ce qu'on peut dire, on est capable de voir qu'il y a un chemin pour apprendre. Je me rappelle quand j'ai commencé avec ma collègue Geneviève, qui est dans l'auditoire, quand on a commencé à travailler ensemble, Geneviève, elle essayait de m'enlever beaucoup de travail de mes mains. Puis, des fois, Geneviève, elle venait me voir, puis elle me disait, tu sais, Stéphane, elle dit, je me sens mal. Je dis, pourquoi tu te sens mal? Elle dit, parce que je fais tout ce que je peux pour t'aider, puis je fais à peine une différence, puis je me trouve en plus à te poser des questions. Puis ce que je disais à Geneviève, c'est, tu sais, Geneviève, c'est pas à propos que tu me poses des questions-là. C'est à propos que tu apprennes, c'est à propos que tu te l'appropries, c'est à propos que tu trouves ta façon de faire, puis c'est à propos aussi que dans 6 mois, tu n'as plus besoin de me demander quoi faire parce que tu le sais puis tu le fais. Puis moi, j'aurais plus besoin de le faire là. Là, je paye le prix pour ça. C'est pas un gros prix parce que je me vois ne plus l'avoir après là. Fait qu'à être capable d'adopter cette posture-là comme leader, puis de se rappeler c'est quoi être apprenant, qu'est-ce que ça prend. Vous savez, moi, je fais du coaching en entreprise, hein? Puis des fois, j'ai des clients qui sont gentils, qui me mettent un peu sur un piédestal. Puis, tu sais, des fois, il faut que tu te rappelles que tu es humain aussi, comme coach, comme leader. Et puis, je me rappelle une histoire préférée qui m'a rappelé ça, qui me l'a rappelé comme d'aplomb, là. J'avais été, mon fils jouait au quilles pendant un bout. Quand mon fils jouait au quilles, ben lui, il jouait avec sa ligue le samedi, puis le dimanche, moi, j'allais jouer au quilles avec lui. Mais là, ça n'a pas pris trop de mois que quand on allait jouer, papa, il se faisait torcher, là. Hein? Mon fils avait pris le dessus comme il faut sur moi, là. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ben, je peux pas laisser ça de même. Puis pas parce que je veux pas qu'il soit bon, mais plutôt du point de vue, moi, ça me dérange pas. Tant que j'ai bien joué, là, mon score, je m'en contrebalance. Mais je jouais pas bien. Puis je voulais pas que lui ait à se retenir parce que moi, j'étais pas capable de jouer comme il faut, de jouer comme j'aurais été supposé. Fait que j'ai embauché un de ses coachs. J'ai dit, c'est beau, je vais aller me faire coacher par toi. Et j'ai passé une soirée, là, je vous le dis, j'ai passé proche de pleurer souvent, mais j'ai tellement ri. Mais j'ai tellement ri. Il y a de quoi derrière jouer au quai, hein? C'est pas juste on va puis on lance n'importe comment, là. Non, non, il y a des pas, il y a un timing, il faut que ta main soit à certains endroits, à certains moments. Puis j'essayais de faire ça, puis je m'enfargeais continuellement. Puis en plus, mon coach, dès que je faisais une erreur, start again, start again. Puis il faisait exprès, puis j'étais déstabilisé. Mais je riais. Puis je riais, puis il dit, qu'est-ce que tu trouves drôle? Je dis, Moses, c'est ça être un apprenant. C'est tout ce maladroit-là qu'on peut avoir de temps qu'on apprend, de temps qu'on assimile. On peut juste l'accepter? Fait que quand tu vois d'autres personnes autour de toi, comment est-ce que tu peux l'accepter? Comment est-ce que tu peux prendre une coupe de pas par en arrière puis leur laisser le temps d'apprendre, leur laisser le temps d'assimiler ça comme eux, ils ont besoin pour l'assimiler? Voir où est-ce qu'on est côté temps, on est encore bon. OK. Quatrième habileté, c'est de danser avec le système qui vous entoure. Quand on parle de danser avec le système, ce qu'on parle là, c'est de travailler dans un mode qui est un peu plus systémique. Je parlais de transformation organisationnelle tantôt, là. Souvent, ce qui arrive dans les organisations, c'est qu'on se dit Hey, on fait une transformation, hey, ça nous prend un plan. Puis là, on passe là, des mois à bâtir un plan. On passe au moins un bon mois ou deux là, à bâtir un plan. Puis le plan, savez-vous ce qu'il vaut? Rien. Parce qu'après 2 mois, le plan, il va disparaître, là. Mais si on travaille plus dans un mode systémique où on regarde qu'est-ce que mon organisation a besoin maintenant,
Qu'est-ce que mes gens ont besoin comme soutien? C'est quoi la capacité que j'ai besoin de développer? C'est quoi les fausses croyances qui se passent, qui se propagent dans mon organisation dans le moment? Je suis capable de changer la donne. Je suis capable de changer la dynamique. Je suis capable de changer des choses. Puis, tu sais, mon plan là, du début, là, que je commençais ici, je finissais ici, mais je vais peut-être finir ici. Je vais peut-être finir là, je vais peut-être finir là. Mais c'est pas grave, je vais finir où mon organisation avait besoin qu'on finisse. Juste pour vous dire, d'être capable d'être avec son organisation, de danser avec ce qu'ils ont besoin, de danser avec ce qui se passe, ça change toute la dynamique. Moi, quand j'ai commencé à faire du coaching, ce qui m'arrivait souvent, c'est que quand j'étais chez des clients pour des mandats d'un an à 4-5 jours semaine. Là. Mais à un moment donné, je suis devenu directeur de service de consultation dans une compagnie que je travaillais. J'avais plus le temps de passer ce temps-là chez des clients. Fait que là, j'avais plus autant le doigt sur le pouls. Je savais moins ce qui se passait, qu'est-ce qu'on avait de besoin, puis tout, puis où est-ce qu'on s'en allait. Puis il a fallu que j'apprenne à travailler avec plus de recul. Il a fallu que je me trouve une approche où je disais, OK, là, j'arrive, pendant d'une demi-heure, j'ai une idée où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'il faut qu'on s'en aille aujourd'hui pour qu'aujourd'hui soit productif et utile pour tout le monde. Comme leader, là, une des choses qu'on oublie des fois, c'est qu'on a une opportunité que les coachs n'ont pas. On est là pour le long terme. On joue une longue game, on ne joue pas une game qui est courte. Donc, c'est correct si ça prend un an se rendre dans quelque part. C'est correct si ça prend un an et demi se rendre dans quelque part. Mais en tant que leader, des fois, on est pressé, puis on veut aller trop vite. L'autre volet avec la pensée systémique, c'est qu'on peut aussi danser avec différentes choses. On peut danser avec le niveau de maturité de son équipe. Mon équipe, là, peut-être qu'elle n'est pas à l'aise de faire du brainstorming correctement, de manière collaborative, sans qu'il y ait de conflit ensemble. Ben, il faut se créer des excuses, il faut se créer des priorités, il faut se créer des moments où on dit hey, on essaye ça aujourd'hui, puis ça va peut-être aller tout croche, mais c'est cool. On va l'essayer pareil, puis on va voir où est-ce que ça nous mène. Des fois, danser avec le système, c'est danser avec les équipes, avec les clients, avec les gens qui nous entourent. Des fois, on ne s'entend pas toujours avec les gens qui nous entourent. Comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe mieux? Une de mes histoires préférées pour ça, là, je travaillais dans une grosse entreprise à un moment donné. Nous, on était à Montréal. Une équipe de développement avec qui on travaillait était au Colorado. Puis ce qui arrivait, c'était que l'équipe au Colorado, ils ne nous aimaient pas bien, bien. Parce que le travail n'était pas envoyé en Inde, le travail était envoyé à Montréal. Fait qu'on volait leur job, façon de parler. OK? Fait qu'ils nous faisaient la vie aussi misérable qu'ils pouvaient. Puis à un moment donné, tu sais, il y avait une personne en particulier que je me souviens, là, j'ai quand même des bons souvenirs de la personne. Cette personne-là, quand elle faisait des revues de code, la personne était la plus méchante qu'elle pouvait être avec nous autres. Puis des fois, elle faisait fâcher des gens dans notre équipe, puis les gens, ils venaient me voir, puis ils étaient tous frustrés. J'ai dit, réagis pas de même, c'est ce qu'il veut. Réagis avec de l'amour, puis regarde ce qui arrive. Qu'ils me disent, quoi? Je dis, oui, réagis avec de l'amour, on va voir qu'est-ce qui arrive. Fait que là, ils me disent, ben moi, je suis pas capable de réagir avec de l'amour à ça. Je dis, donne-moi là, je vais m'en occuper. Fait que là, j'ai écrivé un message à la personne. Wow, hey, merci beaucoup pour l'attention que tu as amenée à la revue de code que tu as fait. C'est vraiment nice que c'est assez important pour toi, la qualité du travail qu'on produit, pour que tu t'y attardes à ce niveau de détail-là. Mais j'apprécie tellement, parce que tu vas nous aider à nous améliorer. D'autres personnes, ils recevaient mes messages à l'autre bout, ils disaient, qu'est-ce qu'il a fumé? Là? Mais je me fâchais jamais, puis j'ai montré aux gens de mon équipe comment faire. Puis éventuellement, on mettait des gens en CC là, quand on répondait à des gens de même. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? On s'est fait des amis. Fait que des fois, à un moment donné, tu sais, je réponds à un message comme ça, puis là, il y a la personne qui intègre le code au final. La personne après la revue. Puis là, elle dit non, les commentaires à Steph, ça fait plein de sens. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a besoin de changer là. Je pense que ça peut rester comme c'était. Puis tranquillement, puis il nous l'a dit, il dit, moi, tant que ça fait du sens, je vais vous aider, là. Je vais être là pour vous autres. Mais si on s'était fâché, si on avait mis ça, nous, contre eux, on n'aurait pas eu la même chose. Fait que des fois, amener de l'amour, ça change. Parce que d'autres personnes, il faut qu'elles réagissent à recevoir de l'amour au lieu de recevoir ta frustration et de dire ah, 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 je l'ai eu. Vous voyez ce que je veux dire? OK. Dernière compétence.
Encourager l'apprentissage par la pratique. Hey, je suis vraiment pas pire sur le temps. On va avoir 5 minutes de plus, Martin, probablement. Donc, encourager l'apprentissage par la pratique. Donc, ça, ce qu'on veut dire par là, c'est, vous savez, dans les organisations maintenant, là, une des choses qui revient souvent, c'est le droit à l'erreur, c'est d'échouer rapidement. On a tout ce beau langage-là. Hein? Avez-vous déjà entendu ça ou c'est juste moi? Oui, il y en a certains. Hein? OK, je vais vous annoncer quelque chose aujourd'hui. Le droit à l'erreur, échouer rapidement, tout ce beau langage-là, c'est de la bullshit. Ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas donner le droit aux gens de faire des erreurs, de se tromper, de toutes ces belles choses-là, là, on ne devrait pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on propage notre culture existante. On croit qu'on la change en donnant la permission aux gens. Assez ironiquement, on croit qu'on la change, mais on fait une adaptation de notre culture. Puis ce qui arrive, là, c'est que les gens, ils ne croient pas dans le fin fond qu'ils ont le droit de faire une erreur. Ils ne croient pas dans le fin fond que c'est vrai, cette affaire-là. Puis là, on se bat avec cette résistance-là. Avez-vous déjà vu ça? Ceux qui disent que ça se passe chez eux, est-ce que vous voyez cette résistance-là? Que les gens disent que c'est pas vraiment vrai? Puis là, imaginez que quelqu'un fait l'erreur impardonnable. L'erreur là, qui fait que tu as besoin de congédier cette personne-là. Qu'est-ce qui arrive dans la compagnie? On vous l'avait dit! C'est pas vrai le droit à l'erreur. Regarde ce qui est arrivé. Fait que moi, à la place de parler de droit à l'erreur, là, ce que je vous inviterais à faire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut créer une culture apprenante. Comment est-ce que quelqu'un veut essayer quelque chose dans leurs équipes? Demandez la question, pourquoi tu veux essayer de faire ça? Qu'est-ce que tu veux apprendre en faisant ça? Puis si on est capable de voir qu'est-ce que les gens veulent apprendre, premièrement, c'est un exercice répondre à cette question-là, parce qu'on développe comment nos gens pensent, on développe comment nos gens travaillent avec nous. Après ça, quand ils ont essayé ce qu'ils avaient essayé, de demander aux gens, puis comment ça a été? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as appris? On commence à enlever le focus sur le succès et l'échec. On commence à enlever le focus sur, des erreurs, quote unquote, qui ne sont pas des erreurs, parce que des fois, on essaye des choses, on sait que ça marche, on sait que ça ne va pas marcher. Bon, on essaye de comprendre, c'est une façon d'avancer dans notre raisonnement, c'est une façon d'avancer dans le voir. Puis après ça, si les gens font une erreur, c'est une vraie erreur, on peut parler de l'erreur, on peut parler des conséquences d'une erreur s'il y en a une. S'il n'y en a pas, c'est cool. Mais au moins, on met l'emphase sur qu'est-ce que tu apprends. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as appris? Puis on commence à créer une culture qui est plus axée autour de l'apprentissage, qui est plus axée autour de comment avancer, comment faire ce qu'on a besoin de faire, plutôt que, bon, ben, succès, échec, et là, je vais juste me battre avec les croyances. Là. Voyez-vous un peu ce que je mentionne? Un des gros défis là, d'encourager l'apprentissage par la pratique, savez-vous c'est quoi? C'est le leader. C'est le leader qui est avec son équipe. Parce que souvent, là, si le leader a peur que ça ne marche pas bien, puis il n'a pas le mindset d'apprentissage en continu, c'est dur de le transmettre à ton équipe. Puis là, tu deviens le frein. Tu deviens la personne que chaque fois que ton équipe veut essayer quelque chose, toi, tu dis wow, on va mettre le break. On va regarder ce qui se passe. Non, non, non. C'est pas 100% sûr, là, on ne peut pas commencer. Une culture axée sur l'apprentissage, on va essayer des plus petites affaires. Si on n'est pas sûr de la grosse affaire, on va essayer des petites affaires. Des petites affaires qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent de comprendre un peu ce qui se passe, puis nous permettent de faire du progrès. J'ai fait le tour de mon contenu que j'avais à vous présenter ce matin. Ce que j'aimerais faire, c'est inviter un de mes clients, Martin Labonté, à venir avec moi sur le stage, puis juste partager avec vous un peu son expérience avec le leadership co-créatif, parce que ça fait quand même quelques années que je travaille avec Martin. Bonjour, Martin. Bonjour tout le monde. Veux-tu juste te présenter un petit peu, parler de ton contexte un petit peu? Bien sûr. Moi, Martin Labonté, je suis directeur des opérations de sécurité chez Bell Canada. Donc, je gère une grosse équipe nationale. J'ai 11 gestionnaires sous moi. Fait que j'ai beaucoup de choses à gérer. Je rencontre les mêmes défis que la plupart des leaders dans l'industrie. Puis, j'ai fait affaire avec Stéphane depuis quelques années pour m'aider à peut-être changer quelques paradigmes ou m'aider avec un point de vue extérieur, voir
comment je peux ajuster mon leadership. Puis quand je te réécoute, hein, parce que moi, je le vis dans la pratique, je ne le vis pas dans la théorie, parce que je ne la vois pas, la théorie. On pratique, on est vraiment sur le terrain. Je t'écoute, puis je fais comme, wow, c'est vraiment ça qu'on fait. Puis les choses se connectent. Il y en a 5, puis ce que je remarque ce matin, c'est pas 5 choses indépendantes. Non. Tout se connecte. Quand tu le vis, tout va ensemble. Comment on est une voix parmi les autres, en étant ça, on développe notre talent, comment on les aide à soulever des poids, comment on les aide à apprendre. Fait que tout ça se fait ensemble. J'ai le goût de te demander, juste, on y va à l'improviste en passant, il n'y a rien de préparé, hein? Fait que, il peut me surprendre avec ses réponses autant que je peux le surprendre avec mes questions. Une des choses qu'on a discuté beaucoup ensemble, c'est d'être une voix parmi les autres dans la conversation. Oui. C'est quoi que tu as appris le plus dans les dernières années à propos de ça? Puis comment ça a changé des choses avec ton équipe? Ça, c'est le fun. Puis, parce qu'un des problèmes, puis je vais sortir un exemple d'hier. Je n'ai pas besoin d'aller loin pour sortir des exemples. Là. Hier, on était, mon équipe, donc je disais, j'ai 11 gestionnaires. On est en table ronde, on est à la fin de l'année, on est en train d'évaluer nos employés. Puis on doit les mettre en ordre pour savoir, OK, quels ont été les plus performants. Puis après ça, c'est sûr que ça a un impact aussi sur leur bonus fin d'année. Donc, c'est une discussion qui est très importante, très émotive pour mes gestionnaires. Parce que là, il y a un débat à savoir, le mien, il mérite plus, l'autre, il mérite moins. Le challenge qu'on a, c'est année sur année, c'est que comme on est une grande équipe nationale, c'est pas tout le monde qui connaît tout le monde. Et quand quelqu'un parle de Julie dans l'Ouest canadien, puis qu'on compare Julie là avec Bob qui est dans l'Atlantique, c'est dur de comparer des pommes et des oranges. Fait que le débat, il est très difficile. Où j'en arrive, c'est qu'à chaque année, les gens disaient, ben Martin, une fois qu'on s'est chicané, Martin, tu vas trancher, tu es le seul qui connaît tout le monde. Fait que ce que ça fait, c'est que mon leadership, c'était toujours Martin prend la décision. Quand on ne s'entend pas, Martin prend la décision. Quand on ne s'entend pas, Martin prend la décision. C'est rassurant comme un leader de dire, oh, ils ont besoin de moi, je vais trancher, les gens m'écoutent. C'est très rassurant. Mais ce que ça fait, c'est qu'un, on ne crée pas, on ne développe pas des leaders, puis on se surcharge. Fait qu'être une voix parmi les autres, pour cet exemple-là, c'est qu'hier, ils m'ont demandé la même chose. Martin, il va falloir trancher parce qu'on ne s'entend pas. J'étais très clair. J'ai dit, on va s'entendre. Parce qu'à chaque fois, les gens sortaient de là et étaient fâchés parce que, OK, mais Martin a décidé ça, il n'a peut-être pas compris mes arguments. Non, on va le décider ensemble. Fait qu'être une voix parmi les autres, ça a été de dire, d'énabler la discussion, donner peut-être mon opinion quand les gens sont à l'aise, que mon opinion n'est pas, je n'ai pas 51% des votes. Mais pour moi, ça a été d'énabler cette discussion-là pour en arriver à un consensus. L'exemple que je peux donner, c'est quand les gens ont dit, ben lui a fait ça, puis elle a fait ça, puis c'est comparé, ben moi, c'est d'énabler cette discussion-là en disant, OK, maintenant que vous avez comparé, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi l'impact de ce que ces gens-là ont fait? Fait que j'ai énablé la discussion un peu plus loin, puis ils ont fini par s'entendre, puis on a, pour la première année, on a quitté à la fin de la journée, puis tout le monde était content du résultat, tout le monde se sentait impliqué, puis aligné avec la décision. Fait que c'est ça un peu mon exemple. Ce qui me parle dans ton histoire, c'est que moi, je me rappelle au début. Ouais, tu l'as vécu, toi, Ouais. le Martin décide. Puis, c'était quoi ton plus gros apprentissage? Comme de dire, OK, j'arrête de faire ça, je vais faire ça maintenant. Il y a des choses qui sont tough des fois. Très tough. C'est quoi qui était tough pour toi dans ce contexte-là? Ben c'est de briser les réflexes. C'est la première des choses. Le premier réflexe, c'est de dire, c'est moi le leader, c'est correct, je vais le régler. L'autre, c'est la peur du conflit. Puis peut-être un manque de confiance qu'ils sont capables, eux aussi, de régler les problèmes. En autant qu'on les aide à lever les bons poids. Ils sont rendus où, dans ton exemple de gymnase, là? Ils sont rendus à quel poids lever? Fait qu'il y a des choses que je vais laisser, je vais pousser la discussion plus loin parce que je sais qu'ils vont être capables. D'autres choses où je vais peut-être prendre plus à côté avec certains leaders. Une chose qui m'interpelle que tu as fait dans le passé, là, encore une fois, je te lance un petit peu dans... je me rappelle quand on planifiait comme le lac à l'épaule annuel, oui. Puis que tu essayais de proposer à ton équipe de préparer la rencontre différemment dans le passé. Oui. Qu'est-ce que tu as essayé de différent dans ça? Oui. Parce que ça fait partie de développer la capacité. Développer la capacité. Puis là, c'est sûr, ça dépend des gens. Mais quand, par exemple, les planifications annuelles, la méthode traditionnelle que j'appliquais quand je suis devenu leader, c'est que c'est le leader qui prépare sa rencontre pour la journée, puis qui prépare l'agenda, puis tout ce qu'il y a à faire. Ce que j'ai fait depuis quelques années, depuis que je travaille avec Stéphane, c'est, j'ai dit, moi, je ne m'en occupe pas. Vous le faites, on vous sépare le travail, vous êtes responsable chacun de préparer votre segment de la journée. Et si vous avez besoin d'aide, là, vous venez me chercher. Donc ça, c'est vraiment développer de la capacité.
Encore là, il faut être capable de gager chacun de nos leaders ou de nos personnes dans nos équipes pour savoir lesquels vont peut-être avoir besoin d'un peu plus de coaching, puis lesquels je vais vraiment laisser aller. Puis je vais dire, là, je le laisse aller. Puis on a eu un cas l'année passée avec un de nos leaders où j'ai dit, toi, je te donne carte blanche. Tu es prêt, là? Je te donne carte blanche, puis surprends-moi. Puis j'ai été surpris, puis je ne l'aurais vraiment pas fait comme ça, mais j'ai été surpris. C'est ce genre de capacité-là qu'on développe. Puis d'autres choses que tu avais fait dans le passé, moi, qui m'avait frappé à l'intérieur de ça, c'est que tu avais dit aux gens, moi, ce que je veux, c'est des ateliers qu'on peut refaire année sur année. Oui, aussi. Fait que c'était pas juste développe cet atelier-là, c'est on va développer des habitudes ensemble sur comment on fait des choses, sur comment on travaille ensemble. Fait que pensez à comment concevoir les ateliers que vous faites pour qu'on soit capable de reprendre votre plan, de refaire le même atelier l'année prochaine si on veut pour cette partie-là de la conversation. Ça, c'est important quand on bâtit la capacité parce que ça crée de la répétition. On l'a fait une fois, c'est plus naturel l'autre fois d'après. Si je te demande dans les 5 compétences, c'est laquelle tu as préférée? Je dirais, c'est beaucoup été relié. Hein? Ouais. Moi, je dirais ma préférée, c'est vraiment développer des gens. C'est vraiment développer des gens parce que pour moi, c'est c'est ma paye. Parce que ma paye, c'est pas l'argent. Ma paye, c'est de voir qu'il y a des gens qui se sont développés. C'est des gens qui ont eu des promotions. C'est des gens qui vont venir me voir et vont dire, hey Martin, là, tu sais, quand les gens viennent me voir, Martin, j'ai besoin que tu me donnes un peu de coaching. OK, c'est parce que je fais une différence. Ça veut dire que quand je lui parle à cette personne-là, je fais une différence. Fait que j'ai développé un leadership qui attire des gens. C'est plus du top-down. Je ne suis pas un leader qui est en train de diriger. Bon, aujourd'hui, tu vas faire ça, aujourd'hui, tu vas faire ça. Les gens tirent sur moi. Fait que pour moi, c'est de développer des leaders, puis à les voir évoluer, puis chacun est à une différente place. Hein. Mais c'est ton exemple de poids, je l'adore, puis je le répète parce que ça, c'est quelque chose que tu m'as fait réaliser. J'essayais de prendre tout le monde égal. Par exemple, où on organise une activité, ben, j'étais égal, où je disais tout le monde préparez votre segment. Puis quand on a eu la discussion avec Stéphane, peut-être que ce n'est pas tout le monde capable de lever les mêmes poids. Ah, fait que là j'ai eu une approche différente avec chacun de mes leaders, dépendamment où ils sont rendus. Puis il y en a même certains que c'est moi qui ai travaillé avec, d'autres c'est Martin qui a travaillé avec. Fait que tu sais, c'est comme, c'est même pas, on se le partage à ce niveau-là des choses. Puis ce qui est intéressant à comprendre dans la façon qu'on travaille, c'est que Martin puis moi, on se rencontre aux 2 semaines. Quand on se parle, souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais demander à Martin, je vais dire, c'est quoi le plus gros défi que tu es en train de vivre là? Là, il va me parler de son défi. Ou des fois, quand, par exemple, le cas qu'il expliquait là, on s'était entendu, puis aux 2 semaines, c'était de ça qu'on parlait. Où est-ce que tu es rendu? Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Puis on repartait avec un petit game plan à chaque fois qui était la prochaine chose à essayer. Fait que c'était pas juste one and done. C'était pas une conversation. Des fois, des choses qu'on fait, c'est 5, 10, 15 conversations ou c'est une conversation qu'on revient aux 2-3 mois. Là. On essaye quelque chose, ça a marché, ça n'a pas marché, on s'ajuste, puis on continue. Avez-vous des questions? Je vais vous laisser l'espace pour poser quelques questions si vous en avez. Allez-y. Je suis un peu surpris, voire dubitatif quand vous dites qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que moi, je vis avec le droit à l'erreur et puis plein de personnes aussi, puis heureusement. Mais tu sais, je le dis pour choquer. Parce que je trouve que quand on met l'emphase juste sur le droit à l'erreur, on ne met pas l'emphase sur la culture apprenante. Puis dans le fond, le droit à l'erreur devrait être qu'on apprenne nos erreurs. Ça devrait faire partie de ça. Fait que moi, quand je fais une conférence, là, puis que je prends la position ferme où je dis le droit à l'erreur, là, c'est non! C'est pour créer un choc. Puis c'est pour créer l'indignation un petit peu, parce que je veux juste que les gens voient qu'il y a autre chose. Si je peux ajouter juste un petit exemple peut-être concret. Moi, j'ai été coach de hockey longtemps avec mon garçon. Puis à la fin d'une partie, avec les jeunes, je disais, on perd jamais. On gagne ou on apprend. Et quand on perdait la partie, on s'assoyait ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'a pas fait assez de passes, on n'a pas travaillé assez fort, on est mauvaise défensive. Et ça ne veut pas dire qu'on accepte de perdre. C'est pas me dire, ça ne veut pas dire qu'on accepte de perdre. Je dis aux jeunes, non, c'est pas d'accepter de perdre, c'est qu'est-ce qu'on apprend. Ça ne veut pas dire qu'on accepte de perdre. Ça ne veut pas dire que perdre, c'est correct tant qu'on apprend. Non. Il y a une nuance. Il y a juste une nuance entre les deux. C'est ça. C'est quoi ta prochaine étape? Qu'est-ce que tu fais? C'est une chose de fail fast. C'est autre chose si tu fais autre chose basé sur ce que tu as appris. Puis moi, c'est sur ça que je mets l'emphase. Il y avait une autre main en arrière?
Ma question, je sais que Bell, c'est une des plus grosses compagnies au Canada, donc ça peut être une grande bête politique. Vous avez parlé beaucoup d'exemples avec vous, votre équipe et les autres équipes. Oui. Peut-être un exemple ou une expérience vis-à-vis l'équipe de Managing Up, donc la direction vis-à-vis ces techniques ici, comment ça vous a permis de naviguer Oui. différemment comme leader? Absolument, absolument. Puis quand je parlais de conflit entre équipes, c'est sûr que dans une grande entreprise comme Bell, il y a chaque division a des défis différents. Fait que où ça m'a aidé, par exemple, dans l'exemple de collaboration, c'est une des choses qu'on a réalisé quand on a creusé. Pourquoi la collaboration ne marche pas? Au lieu de parler de réel, pourquoi ça ne marche pas? Bien, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes objectifs annuels. Puis chacun dit, il faut que je réalise mon plan annuel, parce qu'il faut que je paraisse bien avec ma direction, puis ça va avoir un impact sur mon bonus. Fait qu'à un moment donné, la situation crée le conflit, parce que deux équipes ont un plan différent. Fait que ce que ça nous a permis de creuser, avec l'aide de Stéphane, de dire pourquoi ça ne marche pas, c'est qu'on a un plan différent. Qu'est-ce qu'on est en train de faire présentement pour 2024? C'est qu'on a le même plan. Et ça, c'est seulement cette réflexion-là qui nous a permis de ne pas répéter la même erreur année sur année, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait des plans annuels, c'est toujours comme ça qu'on va continuer. Fait que Stéphane a amené cette réflexion-là, puis le résultat est complètement différent. Là. Souvent, change comment tu regardes un problème, change le résultat, change les solutions possibles. Vous aviez une question? Je voulais juste revenir peut-être sur le point du droit à l'erreur. Moi, la façon que je le vois, que je le fais avec mes enfants et mes équipes, c'est que je dis, lorsqu'on fait la loi du moindre effort, on n'a pas le droit à l'erreur, évidemment. Mais si on vise l'excellence, puis on fait une erreur, mais là, c'est acceptable. Donc, c'est un peu comme ça, lorsqu'on est avec nos équipes. S'ils font le moindre effort, il va y avoir une erreur, ça va avoir des conséquences. S'ils visent le maximum, puis il y a des erreurs des fois, c'est évident, on va faire des erreurs dans la vie. Donc, je pense qu'il faut faire un petit peu la différence. Puis comme j'ai dit, moi, je l'ai dit pour choquer. Oui, non, c'est ça. Je l'ai dit pour générer quelque chose chez les gens, mais on déteint sur nos enfants. Puis ce que je vous dis ici, là, à propos du leadership co-créatif, c'est pas quelque chose juste à appliquer en affaires. Hein? Moi, je suis un parent co-créatif dans ma communauté, co-créatif dans ma façon d'être avec mes enfants. Puis je me rappelle à un moment donné, moi, j'ai rebrandé ma compagnie, il y a peut-être 3-4 ans. Puis là, je me demandais, j'ai dit, bon, quelle carte d'affaires? J'avais le choix entre 2 designs de cartes d'affaires. Là, je dis, qu'est-ce que je fais? Puis mon fils de 16 ans à l'époque m'a regardé un jour, puis il me dit, hey, c'est une idée. Pourquoi tu ne fais pas une batch de 100 de celle-là, une batch de 100 de celle-là? Tu ne vas pas sur le terrain, tu les donnes, puis regarde c'est laquelle que les gens préfèrent. Tu dis, wow, il y a 16 ans, puis il m'envoie ça. Tu sais? Fait que papa, il déteint en quelque part, mais il m'a surpris, parce que je n'attendais pas ça. Mais lui aussi, tu sais, comme encore une fois, je ne dis pas que des erreurs, c'est 100% pas correct, ça. Mais je dis juste, arrêtons de mettre l'emphase sur ça, puis commençons à mettre l'emphase sur qu'est-ce que tu as appris en disant ça. Puis ça va changer ce qui se passe autour. Puis on a commencé un petit peu en retard. Je pense qu'on finit un petit peu en retard, mais est-ce qu'on est dans tes temps? Oui, c'est bon. Mais, quand on est bien parti, on peut mettre. Je ne sais pas s'il y a une dernière question d'intervention. C'est bon? Oui. C'est possible? Oui, oui. Merci. Martin, j'ai trouvé intéressant tout à l'heure un exemple que vous donniez, où en fait, plutôt que d'agir sur le symptôme en changeant l'organisation, vous avez interpellé les gens pour les faire réfléchir sur l'origine du symptôme et pour agir à la source. Est-ce que vous avez le sentiment que cet équilibre-là à trouver entre agir sur la cause, la source du symptôme ou agir sur le symptôme, c'est applicable systématiquement? Ou est-ce qu'il y a des fois, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'agir sur le symptôme? Je dirais, je cherche des cas, là, mais j'aurais tendance à dire que c'est toujours applicable. Je pense qu'il y a toujours à tout problème, il y a toujours une cause profonde. Je suis convaincu que c'est toujours applicable. Puis à la limite, si ça n'amène pas la solution directement, ça va amener une différente conversation qui va générer une discussion différente, qui va enabler quelque chose d'autre. Pour moi, de revenir à la cause, c'est toujours le point de départ. Je vous remercie de dire ça parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont orientées solutions et elles vont pragmatiquement vers le fait d'adresser le symptôme. Et on se dit, mais on va perdre du temps à comprendre les sources, etc. Mais je crois que c'est précieux et merci de... C'est notre réflexe naturel. On n'a pas...
quelqu'un qui est à l'externe comme Stéphane nous aide à avoir cette réflexion-là. Sinon, on est en mode pompier, là, la cloche sonne toute la journée, on a du travail à faire, on est interrompu toute la journée. On n'a pas le temps de faire cette pause-là, cette réflexion-là, de dire OK, je suis en train d'attaquer, comme vous dites, est-ce que je suis en train d'attaquer le symptôme ou je suis en train d'attaquer la vraie cause? Puis on attaque souvent le symptôme, puis qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on le règle temporairement, mais ça revient plus tard. Ça renaît de ses cendres. Ouais. C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Exactement. Exactement. C'est un très bon point. Puis tu vois, moi, à ta question, ce que j'aurais répondu, c'est oui, non et peut-être. Dans le sens que des fois, ça dépend du contexte. Il peut y avoir une urgence qui fait que maintenant, attaquons-nous aux symptômes, sachant qu'on va attaquer le problème après à la cause. Mais si chroniquement, tu attaques tout le temps, là, il y a un problème. Oui, il y avait une autre question. Bonjour, mon nom est Touato. J'aimerais savoir si votre approche, et je trouve ça excellent, pourrait s'appliquer à d'autres grandes entreprises comme Bell, l'Hydro-Québec ou autres, parce que je trouve que l'aspect former les leaders, des fois, ça peut être un peu menaçant pour Oui. le Fait que le leader le défi, qui fait l'apprentissage des autres. il y a quelques défis de ça. C'est que ça dépend, c'est qui ta source d'apprentissage. Garbage in, garbage out. C'est cru à dire, mais si le coach avec qui vous travaillez, la coach avec qui vous travaillez, vous appuie pas comme il faut, arrive avec des formules, arrive avec différentes choses comme on voit, comme je vous expliquais dans le grand mensonge tantôt, ça va donner n'importe quoi. Puis c'est ça ce que je vois, moi, chez les entreprises. L'autre défi, c'est qu'il faut que les leaders soient intéressés à apprendre. Il faut qu'ils soient intéressés de se mouiller. Moi, c'est pour ça que je vous ai amené Martin aujourd'hui. Martin, c'est un des leaders avec qui je travaille qui a le plus le goût de se mouiller, qui est le plus intéressé à apprendre. Puis on a des conversations qui sont parfaitement imparfaites des fois. Mais on en ressort quelque chose, puis on avance. C'est pas tous les leaders qui sont prêts à investir ce temps-là. C'est pas tous les leaders qui sont prêts à être vulnérables avec leurs équipes. C'est pas tous les leaders qui sont prêts à faire le travail. Et puis c'est là le défi. Parce que ça s'applique partout là, dans vos vies. Là. Tu sais, là, je vous parle de ça dans un contexte d'affaires, là, mais comme je vous l'ai dit, moi, c'est partout dans ma vie. Je suis une personne. Je ne suis pas 3 personnes. Non, c'est juste une. C'est facile à gérer. Merci. Fait que petite, grande entreprise, communautaire, partout, ça s'applique. D'accord, merci. Go for it. Merci. Martin, moi j'ai une question pour toi parce que évidemment, bon, ça prend un profil, le profil de la personne qui entreprend le travail que tu entreprends est particulier. J'aimerais savoir, dans ton cheminement, il y a probablement eu un moment où est-ce que tu n'étais pas prêt à faire le travail que tu es en train de faire en ce moment. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire le switch? Ou s'il y a un événement déclencheur qui a fait OK, tu sais quoi, il faut que ça se passe. Je dirais, ouais, c'est une question complexe. Je dirais, dans mon cas à moi, j'ai jamais eu un plan de carrière précis. Pour moi, ça a toujours été d'être bon dans ce que je fais et d'être apprécié. Tu sais, peut-être ça relate un peu à ce que tu as partagé au tout début. Moi, j'ai toujours eu ce besoin-là de sentir que je fais une différence, je suis apprécié. Fait que dans ma carrière, je dirais pas qu'il y a eu de moments clés où j'ai dit il faut que je fasse le saut parce que j'ai pas fait de saut. Les gens sont venus me tirer. Moi, j'ai toujours voulu être bon dans ce que je fais, puis j'ai fait différentes choses en technologie de l'information, aujourd'hui en cybersécurité, mais il y a 25 ans, la cybersécurité, c'était pas grand-chose. J'ai fait plein de choses. J'ai fait de la téléphonie, j'ai fait de la réseau de sécurité, plein de choses. Mais à chaque fois, j'ai été tiré parce que mon but, c'était toujours d'être bon dans ce que je fais et faire une différence. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Mais... Est-ce que je peux partager quelque chose qu'on discute ensemble des fois? Absolument. Une des choses avec Martin qui va avec ce qu'il vient de dire, c'est que Martin, il aime, je ne veux pas dire qu'il aime plaire, parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais il y a un côté qui est comme ça. Fait qu'une des choses, des fois, qu'on travaille pour étirer Martin, c'est comment mettre ton pied à terre et que c'est quand même correct. Puis, c'est de trouver un peu c'est quoi nos zones qu'on a besoin de travailler, mettre en phase, s'étirer. L'histoire que je vous ai racontée au tout début, là, il y a une raison que je ne la raconte pas au tout début, c'est que je ne sais jamais comment je vais réagir. Je ne sais pas si je vais être émotionnel, je ne sais pas comment. Moi, aujourd'hui, j'ai dit, on parle d'humain, je vais le faire, puis je vais voir de quoi ça a l'air. Mais il faut que tu sors de ta zone. Il faut que tu sors de ton habituel
pour voir qu'est-ce qui arrive. Puis souvent, la beauté, c'est qu'on réalise qu'on n'en meurt pas. Ouais, exact. Puis peut-être un dernier exemple là-dessus, justement. Des fois, mon besoin de plaire, parce que je veux me sentir utile. Donc, j'ai besoin de plaire pour me sentir utile. On a eu une session de travail à l'extérieur où on était dans une salle de conférence. On avait l'hôtel, on était là pendant 2 jours. La première journée, on avait, dans notre planification annuelle, on avait un plan à faire. On arrive à la fin de la journée, puis on n'est pas où ce que je voulais. Mais il est rendu 6h30 le soir, puis on dit on va arrêter. Puis je demande à l'équipe comment vous sentez que la journée a été. Oui. Ça a été facile de dire bravo team, on continue demain. Puis moi j'étais le seul, j'ai fait ça. Puis je vais revenir aux objectifs, c'est pas ça qu'on a livré. Là, ça a choqué les gens, mais Stéphane m'aide à des fois sortir de ma zone de confort. À des moments précis, c'est pas le temps d'être un pleaser, c'est le temps de dire hey team, on est à l'extérieur, là, il faut qu'on livre. On a collé de la pizza, on a travaillé jusqu'à minuit, puis quand les gens se sont couchés, on dit wow, bravo, une chance que tu as collé après. J'espère que la session vous a amené d'autres perspectives un peu sur le leadership. Merci beaucoup, Martin. Vraiment, c'était le fun de partager le stage avec toi pour finir la session. Merci beaucoup. Je veux juste vous partager, si ça vous intéresse, on a amené des copies de mon livre ici. Sont 30 $. Si ça vous intéresse, j'ai une petite machine, on peut faire ça. Je peux vous les signer si ça vous tente, mais ils vont être là pour la journée, juste à venir nous voir. Puis merci encore, Martin, d'avoir offert cette possibilité. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Un grand plaisir de te recevoir, extrêmement inspirant. Puis souvent, c'est des principes simples, faciles à comprendre, un peu plus de travail à réaliser. C'est pour ça, comme coach, on a beaucoup de travail aussi pour la suite, mais ça marche, ça fonctionne, ça nous élève vraiment à prendre de l'altitude. Merci beaucoup. Merci. Un grand plaisir.